Merci du coup de m'accueillir aujourd'hui. Donc pour resituer mon intervention, je suis orthophoniste, à la fois dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire au Centre d'évaluation et de réadaptation des troubles de l'audition à Angers, et puis également en cabinet libéral à Angers toujours. Donc malgré le fait que je ne fasse pas de téléaudiologie, je suis d'autant plus contente d'être ici aujourd'hui que j'ai vu que le programme de ces 2 jours, c'était un programme tourné vers l'intégration des innovations technologiques dans la pratique quotidienne de l'audioprothèse. Donc je ne sais pas si l'orthophonie est une innovation technologique en tant que telle, mais par contre, je suis absolument convaincue qu'elle a tout à gagner et qu'on a tout à gagner les uns les autres à intégrer cette question dans la pratique quotidienne des audioprothésistes. Toutes les innovations technologiques dans nos métiers respectifs ces dernières années viennent nous donner des outils pour évaluer, pour répondre au mieux aux besoins des patients et à mon sens complètent de manière très intéressante ce qu'on pouvait leur proposer jusqu'alors. Quand on m'a demandé d'intervenir sous ce titre « Rééducation auditive en orthophonie », je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que j'allais vous parler de rééducation orthophonique et ou d'entraînement auditif ? Est-ce qu'il y avait possibilité pour une orthophoniste d'imaginer un entraînement auditif en dehors d'une rééducation orthophonique ? Et puis, est-ce qu'il y avait possibilité aussi d'imaginer des rééducations orthophoniques pour des patients déficients auditifs sans entraînement auditif ? Donc, ce que je voulais rappeler, c'est que l'orthophoniste, ce n'était pas un professionnel de l'audition, en fait. C'est vraiment un professionnel de la communication. Alors, pour que ça soit bien mieux dit, je suis allée chercher sur le site de la Fédération nationale des orthophonistes, qui rappelle vraiment qu'on s'occupe du traitement des troubles de la communication et du langage dans toutes ses dimensions. Et surtout, que l'idée, c'est vraiment le maintien, le développement de l'autonomie, de la qualité de vie du patient et son rétablissement d'un rapport confiant à la langue. Alors, bien sûr, quand on a une audition qui fonctionne bien, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple de rentrer dans une communication orale et confiante que quand ça fonctionne moins bien. L'objectif visé, ce n'est pas la réhabilitation de l'audition, mais c'est l'accès à cette communication. C'est dans ce cadre qu'on peut être amené à proposer à des patients déficients auditifs un entraînement. La rééducation auditive, pour moi, c'est un moyen, c'est un outil. Si dans l'évaluation ou dans le suivi que je propose, un autre outil me semble plus efficace et surtout moins coûteux en termes d'effort pour le patient, j'avoue que l'audition, elle peut passer au second plan. Et ça m'arrive parfois de passer plus de temps à apprendre aux patients à utiliser WhatsApp, à faire venir ses enfants pour les convaincre que si, c'est important quand même d'envisager des conversations vidéo ou d'envisager des conversations qui soient transcrites à l'écrit avec des applications comme Roger Voice, plutôt qu'à travailler la compréhension téléphonique en tant que telle ou la compréhension de l'audition. La plupart du temps, je fais les deux en parallèle pour la rééducation. Et souvent, j'ai besoin, enfin toujours même, du lien avec l'audioprothésiste, parce que nous, les orthophonistes, tout ce qui est technique, bon, bah, c'est pas notre travail, en fait. Et les patients, ils ont, quand ils viennent, beaucoup de questions encore sur la manipulation, sur ces choses-là. Et notre rôle, c'est là, je pense, de partager et de pouvoir se renvoyer les uns et les autres les questions des patients. Alors, je me suis lancée dans un schéma de la rééducation orthophonique, l'entraînement auditif, pour qui, pour quel patient. Donc, dans le cadre de la déficience auditive, la plupart des patients sont appareillés. Vous avez vu, j'ai osé, j'ai laissé un petit cadre pour dire qu'il y en avait qui n'étaient pas appareillés, même s'ils étaient déficients auditifs. Et dans le cadre des patients appareillés, il y en a beaucoup qui auraient besoin d'entraînement auditif. Là, à nouveau, j'ai osé, j'ai décaler mon cadre, parce que je pense qu'il y a des patients qui ne sont pas appareillés et qui ne sont pas déficients auditifs, mais qui ont quand même besoin d'un entraînement auditif, notamment autour, nous on reçoit ces patients-là autour de l'accès au langage écrit, de toutes les compétences métaphonologiques de ce travail-là en orthophonie. Et puis il y a l'orthophonie, donc l'orthophonie qui concerne beaucoup de gens qui ne sont pas du tout déficients auditifs. Généralement, quand on vous dit orthophoniste,
dans la population toute venante, on pense aux enfants en particulier, et aux enfants qui ont des difficultés à parler, à lire et à écrire. Donc effectivement, hein, c'est des patients qu'on voit. Et du coup, à mon avis, je suis pas... On en parlait tout à l'heure. Moi, je ne dis pas du tout qu'il faut que tous les patients appareillés déficients auditifs aillent voir l'orthophoniste. Hein, c'est pas du tout mon propos. Donc, je pense qu'il y a des patients déficients auditifs appareillés qui sont très contents comme ça et qui n'ont pas forcément de besoins supplémentaires. Ça marche tout seul, entre guillemets. Enfin, j'espère que vous en avez. Ceux-là, moi, je ne les vois pas. Il y a des patients déficients auditifs qui ne sont pas appareillés et que, par contre, moi, je vois en orthophonie. Hein, notamment pour tout ce qui est accès à la communication autour de la langue des signes, autour du langage écrit, autour de ces choses-là. Il y a des patients qui sont déficients auditifs, qui sont appareillés, qui ont besoin d'entraînement auditif, mais pas forcément d'une prise en charge orthophonique. Et là, je laisserai Monsieur Collin vous expliquer un peu plus après moi, tous ces nouveaux outils qui apparaissent effectivement dans votre champ de profession autour de l'entraînement auditif pour le patient. Et puis enfin, il y a les patients qu'on va voir ensemble, et vous et nous, c'est-à-dire les patients appareillés qui ont besoin d'un entraînement auditif, mais qui ont des besoins supplémentaires. Et cet entraînement auditif, je pense que pour ces patients-là, c'est vraiment important qu'il soit fait au moins au début dans le cadre d'une prise en charge orthophonique. Et puis, il y a aussi les patients que vous avez qui sont appareillés où les besoins, ils ne vont pas être autour de l'entraînement auditif, mais ils vont avoir quand même besoin d'orthophonie, notamment tous ces patients qui ont des pathologies autres. Hein, par exemple, les patients qui ont des AVC, les patients qui ont des dégénérescences cognitives, où là, vous allez parfois être les professionnels de terrain qui allaient repérer des choses et qui allaient pouvoir réorienter le patient vers son médecin afin d'envisager une prise en charge orthophonique. Donc, si j'essaye de résumer un petit peu, moi je dirais que pour qui est-ce qu'on envoie en orthophonie, le premier critère, c'est la plainte du patient. Ça vous paraît évident ? Peut-être, j'espère. Mais ce que je veux souligner, c'est que même si on pense que les résultats ils sont bons en termes de récupération audioprothétique, il faut quand même envisager un accompagnement supplémentaire quand votre patient exprime des besoins, et notamment quand il vous parle de limitation dans sa participation sociale, d'endroits où il ne va plus, de renfermement sur lui, de choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que depuis une dizaine d'années maintenant que je travaille dans ce domaine-là, notamment au sein de l'équipe pluridisciplinaire, l'adressage le plus important des patients, il se fait par vous, les audioprothésistes. Hein, c'est-à-dire qu'on a essayé de convaincre les médecins ORL de nous envoyer les patients quand il y avait besoin, donc heureusement il y en a qui le font. On a essayé de convaincre les médecins traitants, mais là ils ont plein d'autres choses à penser visiblement, donc du coup c'est assez rare. Et en fait on s'aperçoit que les personnes qui nous envoient le plus de patients, ce sont bien les audioprothésistes, parce qu'en fait ce sont vous les acteurs de proximité, c'est à vous que le patient va adresser ses plaintes en disant ben non ça marche pas, je suis pas convaincu, l'appareil il n'a pas fait ce que je voulais, il n'a pas tout réparé, c'est pas magique. Donc voilà, je pense que les patients qui viennent en orthophonie ou qui doivent être envoyés en orthophonie, c'est des patients qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne l'audition. Ça, il a souvent déjà eu des explications, notamment par vous, mais aussi comment ça fonctionne le cerveau et quels sont les liens en fait entre la compréhension, la mémoire, l'attention, la fatigue, la motivation, des choses comme ça. De mon point de vue, l'information que la rééducation orthophonique est impossible, elle devrait être systématique dans le sens où ceux qui n'en ont pas besoin, évidemment, ne vont jamais s'en saisir. Et ceux qui en ont besoin, eux, si on leur donne une information un peu systématique au début, de la même manière que vous présentez différentes gammes d'appareils ou différentes choses comme ça, le jour où ils se rendront compte qu'ils ont un besoin supplémentaire, ils en auront déjà entendu parler et ce sera peut-être plus facile de les amener à envisager ça. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc l'orthophoniste, c'est un professionnel de santé, donc il faut absolument repasser par l'ORL ou par le médecin traitant
pour qu'il nous fasse une petite ordonnance sur laquelle, dans l'idéal, il est écrit bilan orthophonique plus rééducation si nécessaire. Les questions qu'on nous pose souvent, c'est mais alors du coup, il faut mettre combien de séances, etc. Donc ça, c'est pas la peine de mettre un nombre de séances parce que dans la nomenclature des orthophonistes, il y a donc un bilan qui est fait et après, selon le type de rééducation qu'on va proposer, donc là, vous avez vu, je vous ai mis, il y a deux AMO, deux actes médicaux orthophoniques qui correspondent aux patients possibles. Donc selon l'acte qu'on choisit, une ordonnance donne le droit au patient à 30 plus 20 séances renouvelables ou 50 plus 50 séances. Évidemment, on ne fait pas du tout ce nombre de séances avec tous les patients. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'ordonnance elle ouvre la possibilité d'un remboursement à ce nombre de séances qu'on va se lancer avec le patient dans des séries de 50, de 100 séances. Ça va vraiment dépendre de la demande du patient, de son évolution. Chez certains, on va faire 5 séances. Chez d'autres, effectivement, on va atteindre 1 année, 2 années de rééducation. Et puis la deuxième question concrète, c'est comment on trouve les orthophonistes. Alors ça, c'est toujours la difficulté un petit peu, parce qu'effectivement, l'orthophonie, c'est indiqué pour plein d'autres pathologies, et les orthophonistes, en ce moment, à peu près partout, elles ont des listes d'attente importantes. Elles ne font pas toutes de la rééducation dans le domaine de l'audition, bien que légalement, elles soient toutes formées, et c'est le même diplôme, mais la réalité de terrain, c'est pas ça. Donc, quand on fait le tour un petit peu de comment on fait si on cherche une orthophoniste qui s'intéresse à l'audition, les idées qui me sont venues, moi, c'est de s'adresser un petit peu au centre d'implant, parce que moi, je travaille donc, dans le cadre du CERTA dans un centre d'implant, et clairement, on a nos petites listes d'orthophonistes où on sait qu'on envoie, qu'elles s'intéressent à l'audition, qu'on les connaît, que voilà. Donc ça va être ces mêmes orthophonistes en réalité qui vont aussi s'intéresser aux patients avec des prothèses auditives et à la rééducation qu'on peut leur proposer. Parfois, si vous avez de la chance, l'ORL qui vous a adressé le patient, il a aussi, lui, un petit réseau, si vous avez de la chance. Et puis sinon, tout simplement, et moi ça m'arrive aussi régulièrement quand je cherche une orthophoniste pour des patients qui ne sont pas près du centre de rééducation et où une fois que nous on a commencé, après on envoie en libéral pour qu'ils poursuivent la rééducation en proximité, et j'ai pas de nom dans ce village-là, ou voilà. Et tout simplement de prendre mon téléphone et d'appeler les orthophonistes du coin, parce qu'en fait elles se connaissent toutes entre elles. Et donc souvent l'orthophoniste elle me dit « Ah non, moi je fais pas du tout la surdité, mais par contre ma collègue, dont je vous donne le numéro, elle je sais que c'est ce qu'elle fait d'habitude. » Donc du coup voilà, l'idée c'est de évidemment l'idéal c'est de se créer un réseau petit à petit, et c'est vrai que si on reste chacun de notre côté, les orthophonistes en disant « Bah oui mais nous, ils ne nous envoient pas de patients déficients auditifs », parce que quand on fait nos formations et qu'on essaye, nous, de convaincre nos collègues orthophonistes en disant « Si, l'entraînement auditif, la rééducation pour les patients presbyacousiques, il faut vous y mettre », elles nous disent « Bah oui, mais ça sert à rien, parce que moi j'ai fait des formations, mais j'en vois pas de patients ». Et puis quand on vient voir les audioprothésistes, les audioprothésistes, ils nous disent « Oui, mais moi, quand je veux envoyer un patient, je trouve pas d'orthophoniste ». Bon, d'accord, je ne nie pas, c'est une réalité de terrain et c'est compliqué. Mais si on reste chacun de notre côté, ça ne va jamais fonctionner. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Le contact humain, et je crois que c'est le plus efficace dans ce cas-là, à prendre son téléphone et puis à chercher l'orthophoniste du coin qui va être intéressé par ça. Les objectifs de rééducation, ils sont multiples quand on reçoit le patient déficient auditif. Le meilleur port des aides auditives, alors ça je l'ai remis quand même, mais je trouve que, alors peut-être j'ai un biais dans mon recrutement, je ne sais pas, mais que c'est un problème qu'on rencontre de moins en moins. C'est-à-dire que vraiment, quand même, l'évolution de la technologie, l'évolution de vos prises en charge certainement, fait qu'il y a 10 ans, quand on a commencé, vraiment c'était très souvent, quand les patients arrivaient, que déjà une grosse partie de mon travail, c'était de les convaincre que oui, d'accord, c'est pas toujours confortable, mais si, il faut porter vos aides auditives parce que du coup, c'est important pour votre cerveau, pour le fonctionnement, il faut les porter souvent, etc. Maintenant, ma foi, quand ils arrivent, ils sont déjà à peu près convaincus de ça, donc c'est très bien. C'est vraiment un gros travail autour de la compréhension et de l'acceptation de leur surdité, une prise de conscience de ces possibilités auditives. C'est les patients qui nous disent non, moi je comprends rien, donc de toute façon j'y vais plus. Et le fait de le remettre en situation en rééducation où il n'y a aucun enjeu affectif et aucun enjeu de stress, et lui fait prendre conscience que si, quand même, il peut comprendre des choses, et avec la répétition de ces séances, il va envisager de transférer ça dans son quotidien.
Et puis c'est aussi de prendre conscience des limites. J'imagine que vous êtes confrontés à la même chose, c'est-à-dire que souvent les patients, quand je leur demande c'est quoi vos difficultés, ils me disent ah bah oui mais j'étais à un repas de famille, du coup j'ai rien compris. D'accord, vous étiez combien? Bah on était 35. Ah, bon bah alors là écoutez, si vous venez en orthophonie pour comprendre en repas de famille à 35 personnes, en fait moi c'est pas ça que je vais travailler. C'est-à-dire ça c'est une limite où comprendre et suivre la conversation, non, c'est pas possible. Par contre, si vous voulez pouvoir discuter avec votre voisin à l'aide de la lecture labiale au milieu du repas, là, c'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut envisager. Et c'est vrai que souvent, aux patients, je donne l'exemple où il va falloir répartir les situations en 3 groupes. Les situations qui ne vous demandent pas d'effort, les situations qui sont possibles, mais effectivement, ça vous demande un effort et ça va vous fatiguer. Et c'est très important pour eux qu'on reconnaisse ce coût cognitif et cette fatigue supplémentaire en leur disant l'idée, c'est quand même de continuer à s'entraîner en allant dans ces situations, mais de prioriser et d'envisager des temps de repos avant, après, dans ces situations. Et puis les situations où on peut leur dire, enfin moi je trouve que c'est honnête de leur dire, ben non, même avec un gros effort, même avec beaucoup de rééducation, même avec les meilleures aides auditives, ça c'est pas possible. Donc il va falloir aussi faire le deuil de « je veux vivre comme si j'étais entendant ». L'idée de la rééducation, c'est aussi la diminution de cet effort d'écoute et puis de mettre en place des techniques de compensation, c'est-à-dire qu'on ne va pas nier la réalité, leur audition, même réhabilitée, ce n'est pas l'audition d'une personne normo-entendante et du coup, il y a besoin de mettre d'autres choses en plus. Alors là, hop, voilà, je passe la diapo parce que je l'ai refaite bien et j'ai oublié d'enlever la première. Donc, généralement, les séances, elles s'articulent autour de 3 grands axes. Celui que j'ai mis en premier, c'est l'accompagnement thérapeutique. Et je pense que c'est là toute la différence entre un entraînement auditif en autonomie qui peut convenir pour certains patients et puis une prise en charge en orthophonie. Cet accompagnement, il concerne et le patient et son entourage. C'est quasi systématique, sauf vraiment refus exprimé de la part du patient, que je reçoive plusieurs personnes de l'entourage en séance. Il y a eu un mémoire très intéressant à mon sens l'année dernière sur l'intérêt de l'intervention orthophonique auprès d'adultes devenus sourds en difficulté d'adaptation prothétique par Charlotte Kaito. Et donc en fait elle a pris 8 patients qui avaient bénéficié pour 3 d'entre eux j'allais dire, d'une séance, enfin de 5 séances de lecture labiale et 5 séances d'entraînement auditif dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire, et puis pour 5 autres patients qui avaient bénéficié de ces mêmes séances et qui avaient ensuite poursuivi en libéral leur rééducation. Elle leur a posé des questions, c'était un entretien semi-dirigé, pour savoir s'ils avaient vu des différences dans leur capacité d'écoute au quotidien. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, les 8 patients, ils ont dit que même ceux qui bénéficiaient quand même d'une rééducation chez certains depuis 1 an, voire 1 an et demi, ils ont dit que non, il n'y avait pas d'amélioration objective de leur capacité d'écoute, mais que par contre, ce qu'ils avaient trouvé en orthophonie, c'était la compréhension de leur surdité et le fait que ces situations d'écoute, ils ne comprennent pas mieux, mais maintenant, ils y vont, ils s'adaptent et ils le vivent mieux. Alors, évidemment, nous, on était un peu déçus parce qu'on espérait bien, comme c'était nos patients, que son mémoire, il allait montrer que si, c'était beaucoup mieux dans les capacités d'écoute. Et d'un autre côté, ça correspond à ce qu'on constate au quotidien dans notre clinique. C'est-à-dire que la grosse partie de notre travail, c'est quand même comment le patient il va vivre au quotidien avec sa déficience auditive. Hop. Et puis après, les 2 grands axes de rééducation en tant que tel, c'est la lecture labiale. Et ça, je pense que c'est un axe qu'il ne faut pas oublier, même pour des patients performants au niveau auditif. En effet, ils vont être performants dans le silence, ils vont être performants avec un bruit de fond faible, mais à un moment ou à un autre, ils vont se retrouver dans des situations d'écoute difficiles où ils vont atteindre leurs limites auditives. Et là, je pense que l'entraînement à la lecture labiale est hyper important, notamment à la lecture labiale dans le bruit, parce qu'on a pas mal de patients qui ont fait de la rééducation de lecture labiale, puis qui nous disent « bah oui, mais ça, quand je viens au cabinet d'orthophonie, la lecture labiale, j'arrive à me concentrer, j'arrive à en faire quelque chose, mais quand je suis en situation, je suis tellement gênée par le bruit et je suis tellement mal
émotionnellement à ce moment-là de supporter le bruit, que j'arrive plus à me concentrer sur la lecture labiale. Et là encore, je pense qu'une pratique régulière, une fois par semaine, en orthophonie, de situation, de compréhension dans le bruit à l'aide de la lecture labiale peut être tout à fait indiquée. Et puis l'entraînement, alors que moi j'appelle maintenant auditivo-cognitif, parce qu'on ne fait jamais de l'entraînement uniquement auditif, que je vais vous détailler un tout petit peu. Donc voilà, l'entraînement auditivo-cognitif, il a plein d'items en fait en orthophonie. Donc on va travailler sur de la reconnaissance de bruit. En effet, pour beaucoup de patients, quand ils mettent leur prothèse, il y a des bruits à réapprendre. Et en fait, le cerveau humain, il accepte beaucoup mieux ce qu'il connaît. Et donc, une fois que le bruit est vraiment reconnu et identifié en tant que tel, il est beaucoup plus facile pour le patient de l'inhiber, de le mettre de côté. On va travailler sur de la localisation. Donc ça, c'est quelque chose, pareil, dont vous avez entendu parler ce matin et puis hier. Ce travail de localisation, nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller travailler sur des comparaisons entre les deux oreilles, sur des petites différences de signal en termes de fréquence, d'intensité et de temporalité, à la fois pour mieux localiser, mais aussi ne serait-ce que pour travailler ces trois paramètres-là d'intensité, de fréquence et de durée, qui sont des paramètres qui vont nous servir après dans la compréhension du message. Et puis, avec ces exercices de localisation, bien sûr, on va faire des exercices de sélection et d'inhibition du message qui nous intéresse et du message qui nous gêne. Et ça, c'est un véritable apprentissage pour les patients, de pouvoir, pour pouvoir inhiber un message, pour pouvoir ne pas s'occuper du bruit de cafetière qui est derrière moi. Encore faut-il que j'ai conscience que ce bruit de cafetière, il est derrière moi, parce que si tous les bruits se mélangent, et si je suis incapable de faire le tri, ça ne va pas être possible, en fait, de mettre les bruits de côté pour me concentrer sur la parole. Hop. On va travailler, alors pour le coup, souvent dans le silence d'abord, avec un objectif derrière de compréhension dans le bruit, la discrimination et la reconnaissance phonémique. Les patients, il y a plein de syllabes qui confondent, en fait. Et cette confusion de syllabes, ça demande un réapprentissage. Et ça, c'est parfois assez long et fastidieux, mais je vous montrerai à la fin le cas d'un monsieur où on a passé 30 séances à faire ça, et où vraiment il y a eu une amélioration nette de la compréhension dans le bruit pour lui, alors qu'on n'a quasiment jamais travaillé dans le bruit. Hop. On va proposer des textes dans le bruit à comprendre et surtout à mémoriser des parties du texte, des mots du texte. On va proposer des exercices de mémoire et d'attention, là aussi dans le silence et dans le bruit. On va proposer des exercices d'écoute dichotique et on va proposer aussi du travail sur la musique. Alors, hop. Tous ces exercices, tous ces outils, en fait, ils ont pour but d'aider le patient à automatiser une gestion de ses ressources cognitives efficaces. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les patients, ils viennent, et ça c'est assez régulier, en disant « Ah oui, mais du coup j'ai des problèmes de mémoire ». Et en fait, nous, quand on les teste en orthophonie, leur mémoire, elle va bien. Le souci, c'est qu'ils mettent tellement d'efforts et tellement de ressources cognitives pour comprendre le message qu'ensuite, il leur reste plus rien pour mémoriser, pour réfléchir derrière. L'idée, c'est de leur apprendre que, oui, certes, il faut se concentrer sur la compréhension du message, mais que parfois, ça va être plus efficace de se concentrer sur le sens global du texte qu'on propose, quitte à zapper un ou deux mots, ou trois ou quatre qu'on n'aura pas entendus, et de se concentrer sur le sens global pour, après, pouvoir mémoriser. L'idée aussi, c'est que ça ne se fait pas en 1, 2, 3 séances, et que c'est vraiment la répétition qui va permettre d'automatiser ces stratégies. On met en fait le patient en situation la plus quotidienne possible pour qu'il trouve ses propres stratégies. Il y a des patients, comme je viens de vous expliquer, pour qui il va falloir se détacher de la compréhension mot à mot pour venir vers quelque chose de plus global. Et à l'inverse, on a d'autres patients pour qui il va falloir faire la stratégie contraire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le global qu'ils font énormément de contresens sans prendre l'effort d'écoute nécessaire pour vérifier que quand même ce qu'ils avaient cru entendre, ça correspond à peu près au signal qui leur arrive. Donc eux, il va falloir rebasculer des ressources cognitives plus sur discriminer le signal auditif.
Et donc c'est en les mettant dans ces situations-là de façon régulière et de façon répétée qu'il va pouvoir se mettre en place des stratégies et qu'ils vont pouvoir transférer ça après à domicile, enfin dans leur quotidien. Et surtout, l'idée, c'est un transfert de compétences de l'orthophoniste, c'est-à-dire que c'est pas de se dire il va falloir que le patient il vienne en rééducation orthophonique pendant des années. Le principe d'un entraînement auditif, à mon sens, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit fait au quotidien, qui soit fait régulièrement, que ce soit par les situations de vie courante ou par des exercices spécifiques. Et moi, quand je reçois un patient, ce que j'ai à cœur de lui transmettre, c'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'il s'entraîne au quotidien, quels exercices peuvent être adaptés pour lui, comment est-ce qu'il peut faire des situations qui jusque-là lui posent problème, des situations de groupe, des situations de compréhension dans le bruit, des situations d'exercice en fait au quotidien. C'est flagrant et ça arrive généralement au bout de 3-4 séances, c'est très rapide. Le patient, quand il arrive, il nous dit « bah oui, mais quand je suis en groupe, il y a au moins la moitié du message que je ne comprends pas » et il vit ces situations-là comme des situations d'échec récurrentes dans ces semaines, dans ces journées. Et au bout de 3-4 séances, il vient et il nous dit « ah, donc du coup, ce week-end, j'étais en groupe, j'ai compris au moins la moitié du message ». Donc en fait, il n'a toujours pas bougé, il comprend toujours la moitié du message, sauf que lui, au lieu d'aller là-bas et de voir ça comme un test et de se dire « ah bah oui, là encore, j'y arrive pas, là encore, ma déficience auditive, elle m'empêche de », il va dans ces situations-là en disant « ah, donc ça, c'est la situation dont l'orthophoniste m'a parlé, je vais essayer de voir si quand même je ne peux pas entendre mon voisin d'à côté, si je ne peux pas localiser, si je ne peux pas… » Et du coup, toute sa dynamique, elle change et il retourne dans ces situations-là en se disant « bon, bah là, je le sais, je suis en train de faire travailler mon cerveau, c'est bon pour moi », ça change complètement sa façon de faire. Ce qui était rigolo cette semaine, c'est que du coup, j'ai vu une patiente que je trouvais vraiment particulièrement performante, au point qu'à la deuxième séance, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si vraiment vous avez besoin de moi, d'un entraînement auditif, quoi. Là vous avez des capacités de suppléance mentale, des capacités de mémorisation et de compréhension dans le bruit qui sont très bonnes. Est-ce que vous êtes sûr qu'on va faire les 5 séances prévues? Et donc là, elle me réexplique mon métier, en fait, en me disant mais non, mais vous comprenez pas, moi, ces temps de séance, ça m'apprend à me remobiliser, à remobiliser mon attention, parce qu'au quotidien, en fait, j'avais abandonné ça. Je pensais que je savais plus le faire. Donc, du coup, c'était quand même, je me suis dit, bah oui, comme quoi, même moi, je me fais avoir. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que cette même patiente, elle avait eu ses petits-enfants à garder la semaine précédente, et qu'elle m'a longuement interrogée sur, bah du coup, je suis gênée quand ils font du bruit, mais alors, est-ce que je suis gênée parce que je suis déficiente auditive, ou est-ce que je suis gênée parce que tout le monde est gêné dans ce cas-là? Alors, est-ce qu'il faut que je leur dise de se taire, ou est-ce qu'il faut que je me force pour m'habituer, etc. Et du coup, on a eu toute une discussion sur ces situations, comme je vous disais au début, qui étaient, bah là, c'est à vous de faire l'effort, là, c'est à eux de faire l'effort. Il y a aussi une adaptation nécessaire de l'entourage parce que vous n'êtes pas entendante et que vous avez vos propres difficultés. Et je pense que c'est dans ces discussions et dans cette relation de soins, en fait, que se trouve tout l'intérêt de l'intervention orthophonique. Voilà, donc dans l'idéal, mais ça ne marche pas toujours, hein, je ne suis pas magicienne, dans l'idéal, quand le patient il arrête les séances d'orthophonie, ce n'est pas forcément que son audition elle est totalement parfaite et qu'il comprend tout dans le bruit, mais par contre, c'est forcément qu'il a compris l'intérêt de l'entraînement auditif et qui repart avec des outils pour le faire au quotidien, des logiciels, des exercices sur Internet. Et puis ça, ce qui est chouette, c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc je laisserai Monsieur Collin vous donner quelques exemples après. Hop. Et pour finir, super, je voulais vous parler rapidement de 2 patients. Un premier, Monsieur P, 63 ans, qui en fait est un ancien commercial en retraite depuis 2 ans. Et puis du coup, depuis qu'il a pris sa retraite, son entourage, il lui renvoie qu'il n'écoute pas, qu'il fait beaucoup répéter, bref, qu'il n'entend plus rien. Donc ce monsieur, il a fait contrôler son audition, et je ne vous ai pas mis son audiogramme parce que je ne l'ai pas retrouvé dans mes papiers. Mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, il y avait un début de presbyacousie, mais pas une perte suffisante pour envisager l'appareillage.
Et coup de chance, il est allé chez une audioprothésiste avec qui on a l'habitude de travailler, qui lui a dit écoutez, non, là vraiment, l'appareillage, mais par contre, allez voir votre médecin et puis demandez-lui si ça ne vous aiderait pas d'aller chez l'orthophoniste. Donc il est arrivé, moi quand j'ai testé, il avait une bonne localisation. Il me disait, j'ai des problèmes de mémoire, j'arrive plus à me souvenir de ce qu'on me dit, j'arrive plus à suivre dans les conversations, etc. Dans les tests normés, il n'y avait pas de déficit, ni de mémorisation, ni de déficit attentionnel. Et puis, alors avec mes modestes moyens, qui ne sont pas une cabine insonorisée, pas des trucs bien calibrés, tout ça, on a testé un peu la compréhension dans le bruit. Donc, je vous laisse voir les résultats. Alors, je me confronte à la même problématique qui a été soulevée ce matin, c'est-à-dire que des tests d'audition dans le bruit, ma foi, surtout dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire, ça fait 10 ans qu'on en fait, mais on n'a toujours pas des normes fiables sur du matériel. On ne sait pas ce qui serait censé faire pour dire c'est bien ou c'est mal. En tout cas, il avait une plainte. Et donc, en fait, ce monsieur, je l'ai vu 12 séances sur 3 mois, à peu près une fois par semaine. On a travaillé principalement l'attention et la mémoire auditive, mais dans le bruit, avec des exercices complémentaires à domicile sur le site de l'IFIC. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site pour les personnes implantées cochléaires où ils proposent des exercices. Donc notamment, il y a toute une partie d'exercices d'attention auditive. On a fait une initiation à la lecture labiale, puis surtout j'ai passé aussi du temps avec ce monsieur, puis sa femme qui lui reprochait beaucoup justement de ne plus faire attention, pour expliquer les liens entre l'audition, la compréhension, la cognition. Et à la 12e séance, il m'a dit écoutez, la différence est nette, ça se passe beaucoup mieux au quotidien. Ah, j'ai fini. Il est rassuré, il n'a pas Alzheimer, ce qui était sa crainte sous-jacente. Et du coup, il s'est arrêté de lui-même, enfin on a arrêté en accord les séances de rééducation, et il était tout à fait satisfait. Bon, du coup, il est l'heure, donc je vais m'arrêter là.